pause. Vous m'entendez pas? Vous avez le micro pas bien. Là, m'entendez-vous? Et je vous encourage, si vous voulez, parce que là, si vous voulez vous asseoir en avant, si vous voulez bien voir la présentation, des fois, il y a des chiffres. Plus c'est proche, ça va être facile. Je voudrais saluer particulièrement M. le maire et les 3 membres de son conseil qui sont ici. Et ce soir, on présente les valeurs, mais on ne donnera pas de toute taxe de municipalité. On n'est pas ici pour ça, on est juste ici pour expliquer les valeurs, les variations de valeurs. Et je me présente, je suis André Genève, préfet de la MRC, et je suis avec Mme Yvonne Perrier, qui est directrice générale de la MRC. J'ai ici Robert Légarde à côté de moi, qui est là à la MRC et de la firme Rimbec, qui est là depuis 40 ans de la MRC pour faire ça. Et j'ai David Zélessin, qui est responsable de l'équipe de la. À la demande de la ville de Saint-Sauveur, nous sommes ici ce soir pour offrir aux citoyens une présentation visant à mieux comprendre les valeurs inscrites au rôle d'évaluation 25, 26, 27. Et on n'est pas là pour prendre des questions pointues sur votre valeur, comme vous le principe. Il y a quelqu'un tantôt qui a essayé de partir avec le formulaire en avant. Et une table, si jamais il y a des questions par rapport à votre propriété, vous inscrivez votre nom là-dessus. On va être capable de communiquer avec vous et de vous répondre à votre propriété en particulier. Les objectifs de la rencontre de ce soir sont de vous présenter les conditions du marché, les variations sur certains secteurs, vous expliquer le processus de demande de révision et de répondre à vos interrogations. Pour ce faire, nous demandons de bien vouloir conserver vos questions pour la fin de la présentation et de demeurer ainsi. Si votre question est spécifique, comme je vous disais, il s'agit d'inscrire votre nom à l'arrière sur le formulaire et là, les gens vont être capables de vous répondre directement. Et il est noté que la séance d'information sera enregistrée et diffusée sur le site web pour ceux et celles qui n'ont pas pu assister ce soir. Je souhaite une bonne présentation. Entendez-vous? Oui. Merci, M. Genet. En tout cas, merci de l'invitation pour venir présenter le nouveau rôle d'évaluation. C'est sûr que ce n'est pas le sujet le plus palpitant. On vient parler de technique, on vient parler de chiffres, mais c'est quand même un outil important, même très important dans l'organisation municipale, parce que le rôle d'évaluation sert de base à environ 80-85% des revenus qui sont générés dans une municipalité. Ça ne sert pas juste à taxer un compte de taxe annuelle pour chacune des propriétés, mais ça sert à un paquet d'autres choses, des règlements d'emprunt, ça sert de base également pour les droits sur mutation immobilière, pour les frais de parc. Donc, c'est un outil qui est très important. Et de venir vous expliquer comment est confectionné un rôle d'évaluation, de comprendre le comment du pourquoi on arrive à un résultat. C'est peut-être pas toujours le résultat que vous vous attendez, mais de le comprendre, ça permet de mieux faire une analyse de la valeur qui est appliquée à chacune des propriétés de la ville de Saint-Sauveur, en l'occurrence ici. Actuellement, mais là, on va voir assez de voix jusqu'à la fin. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est une présentation qui relève du service d'évaluation de la MRC des Pays d'en haut. La MRC des Pays d'en haut, pourquoi c'est elle? C'est l'organisme municipal responsable de l'évaluation pour le territoire des Pays d'en haut. Donc, c'est elle qui a compétence en cette matière pour être en mesure de préparer les rôles et les déposer de façon objective et complètement indépendante des villes et municipalités du territoire. Actuellement, on est à la Rimbec, ça va vous être présenté sous peu. Je suis avec mon collègue David Vincent, le notaire agréé, qui est responsable des équilibrations. Moi, je suis directeur du bureau depuis plusieurs années et j'ai vu grandir la région, j'ai vu évoluer, j'ai vu pousser. Donc, je suis bien placé pour être en mesure de faire le comparatif
comparatif dans le avant et le après. La façon qu'on va procéder, c'est qu'on a une présentation par acétate d'environ 40 d'acétate qui se divise en quelques sections. Puis je vais juste vous en faire état ici. Après ça, je passe la parole à David Vincent pour qu'il puisse vous l'expliquer. D'entrée de jeu, on va vous présenter qui on est, Evinpec. Evinpec est la firme mandatée par la NRC des Pays d'en haut pour procéder au travail. On va vous expliquer après ça dans quel cadre législatif qui gère le travail de l'évaluateur municipal pour pouvoir produire un rôle d'évaluation. On va parler également du marché qui a été constaté dans nos analyses, dans notre secteur, en l'occurrence pour Saint-Sauveur, à partir de graphiques et de données statistiques qui sont très intéressantes. On va parler également de la croissance de la région là, au niveau du marché, mais au niveau, à partir de sources indépendantes. On va être en mesure de voir après, au niveau des résultats, qu'il y a une cohérence entre ce qui est à l'extérieur, qui a eu des analyses et qui a eu de l'autre côté à nous. Par la suite, on va vous parler de certains outils, là, la médiane, les unités de voisinage et ces choses-là qui sont des outils d'évaluateurs pour pouvoir cerner le marché. On ne se cachera pas sur l'évaluation de masse, l'évaluation municipale. On va vous parler des méthodes qui sont utilisées en évaluation. Très rapidement, on va faire un survol pour que vous puissiez vous situer au niveau de votre propriété. Là, on va vous parler des résultats du rôle en soi. Qu'est-ce que ça donne tout ça dans le concret au niveau des données? On va vous parler après ça, avant de terminer, les droits qui appartiennent aux citoyens s'ils veulent en savoir plus, s'ils veulent contester, et c'est quoi qui est possible de faire, la mécanique qui tourne autour de ça. Puis après ça, la période questions-réponses pour ceux qui ont des informations supplémentaires. Voilà. Bonsoir à vous. On va vous présenter comment créer pour la Pays d'en haut. On va la firme Evinpec. Donc, on commence la présentation telle que segmentée par Robert. Robert va faire parfois aussi, va complémenter les acétates, évidemment, via son expérience. Il vulgarise beaucoup mieux que moi, je dirais, le domaine de l'évaluation. Donc, depuis la rencontre, comme Robert l'a expliqué, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Roche Micro. Merci. Rappelez-moi parfois de combien de gens allaient voir l'évaluation, leur nouveau rôle d'évaluation ce soir dans la salle? Personne n'allait voir leur valeur ou autre? Il y a sûrement une surprise aussi, probablement, où certains ont acquis dans ces valeurs-là. Ça m'encourage un peu. On va vous présenter quels ont été les éléments qui ont permis évidemment d'équilibrer le nouveau rôle d'évaluation. Quand on parle d'équilibrer, on ne parle pas d'un facteur, on parle vraiment d'une réanalyse du rôle d'évaluation. Donc, je commence évidemment avec le but de la rencontre, comme on disait, l'explication du rôle d'évaluation 2025 et 26-27. Présenter les conditions du marché en de référence, qui est cette année, le 1er juillet 2023. On va le répéter plusieurs fois, parce que c'est très important de comprendre que tout le rôle d'évaluation est basé sur une seule date, qui est le 1er juillet 2023. Nous allons présenter aussi les secteurs d'analyse qu'on a vus. Donc, la municipalité ou toute la ville de Saint-Sauveur. On ne fait pas une analyse globale pour vous, on va segmenter la ville, en fait, en différents territoires qui sont comparables les unes avec les autres. Ensuite, on vous explique le processus de mentionne des demandes de levier. On commence la rencontre, en fait, avec nous, qui est la firme Evinpec, qui a demandé évidemment le rôle d'évaluation pour l'ensemble de la MRC des Pays d'en haut. Donc, c'est une firme qui a été fondée évidemment en 1953. J'ai juste un petit topo rapide, on est 150 employés dans la firme chez Evinpec, mais principalement parce qu'il y a des Pays d'en haut. On a un bureau qui est attitré à Saint-Adèle, à la MRC directement, où il y a 14 employés qui sont présents pour répondre à tous les besoins de la MRC. Donc, c'est un contrat qui fait 6 ans qui se termine en 2028 pour les rôles d'évaluation. Ce qu'on fait en fait pour la MRC des Pays d'en haut, on va s'occuper des rôles d'évaluation évidemment, de l'atelier à jour, des inspections. De l'équilibration des rôles d'évaluation, du maintien inventaire, de l'inspection des propriétés, les suivis des permis, mise à jour des dossiers, inspection pour les transactions, et puis, évidemment, les demandes de révision, les recours au tribunal administratif du Québec.
Je poursuis avec le rôle d'évaluation. Maintenant, qu'est-ce que c'est le rôle d'évaluation? En fait, le rôle d'évaluation, c'est l'ensemble de l'inventaire, en fait, bâti et physique, donc les terrains, de votre ville de Saint-Sauveur. Donc, ça contient, en fait, pour chaque propriété, pour chaque unité d'évaluation, l'ensemble de l'information, je dirais, quantitative et qualitative. Donc, au niveau du terrain, les superficies, la topographie, sa forme, les services qui sont présents sur le terrain. Au niveau des bâtiments, la qualité des bâtiments, sa superficie, ses composants, la qualité des composants du bâtiment aussi. Tous ces éléments sont relevés dans votre dossier de propriété. À quoi ça sert le rôle d'évaluation? Effectivement, ça sert de base fiscale pour l'ensemble des municipalités et villes au Québec. Donc, c'est la principale source de revenus pour les municipalités et les villes. Confection du rôle d'évaluation, encore je le répète, triennale 2025, 26, 27, date de référence au marché, 1er juillet 2023. L'équilibration du rôle d'évaluation, ça se fait habituellement aux 3 ans. Par contre, pour certaines municipalités, ce qui n'est pas le cas pour Saint-Sauveur, donc ceux de moins de 5 000 habitants, ceux-ci peuvent se prévaloir en fait de reconduction du rôle jusqu'à 6 ans. Ça a été le cas pour Saint-Anne-des-Lacs l'année passée, qui avait un rôle de 6 ans. Moronites, qui a eu la possibilité de reconduire son rôle de 3 ans supplémentaires, mais évidemment, avec les conditions de marché que vous connaissez, vous avez observé dans les dernières années, évidemment, il y a des fortes distorsions qui se créent et le rôle devient de moins en moins représentatif pour l'ensemble des unités d'évaluation qui sont touchées. L'objectif du rôle d'évaluation, en fait, c'est assez simple. Ou tout même la confection de rôle d'évaluation, c'est d'éliminer le plus possible les écarts entre les marchés immobiliers et l'inventaire présent. Donc, ce qu'on veut dans un rôle d'évaluation, quand on fait une rééquilibration du rôle, c'est d'évaluer en fait l'ensemble de l'inventaire de vos propriétés au niveau du marché immobilier. Et là, je vous répète, au 1er juillet 2023. L'encadrement des inventaires, parce qu'évidemment, l'évaluateur, il est encadré dans son travail, il ne fait pas ce qu'il veut. Donc, il y a plusieurs dispositions qui sont prévues. La principale, c'est la loi de société municipale. En deuxième temps, on a évidemment le règlement sur le rôle d'évaluation, la proportion médiane, que vous verrez plus tard. Le code civil, parce qu'évidemment, le droit de propriété, c'est déjà encadré. Les jurisprudences, parce que le droit, ça évolue. Et les normes pratiques, pour les auteurs agréés, d'abord, on est encadré, donc le monde ne peut pas faire ce qu'on veut. On a des normes à respecter, on a un code de déontologie. Et la Bible de tous les auteurs au Québec, au niveau municipal, et le manuel d'évaluation financière du Québec, qui, soit dit en passant, est disponible publiquement pour tous. Donc, si vous consultez le banc de vote, en fait, vous le ministère des Affaires municipales, vous pouvez accéder dans la section évaluation au manuel d'évaluation foncière du Québec, qui est gratuit. Donc, vous pouvez en faire la consultation. Valeur réelle. En fait, on a souvent la question, les gens ont souvent le parallèle. Le rôle d'évaluation, ou plutôt l'évaluation municipale, c'est pas la valeur marchande. En partie, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, parce que la valeur marchande, elle évolue de jour en jour. Donc, vous achetez une propriété demain matin, évidemment, c'est la valeur marchande du jour que vous l'avez acheté. Le rôle d'évaluation, lui, il est fixe dans le temps. Il reste, en fait, à une même date de référence. On se rappelle, le 1er juillet 2023, on a le rôle d'évaluation. Donc, c'est sûr que sur 3 ans, le marché doit évoluer. Mais nous, la référence au marché reste pour les 3 années suivantes, le 1er juillet 2023. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la valeur réelle? En fait, la valeur réelle, oui, on peut dire que ça représente la valeur marchande, mais ça reste néanmoins le prix le plus probable qui peut être payé pour votre propriété. Okay? Donc, pour un vendeur de gré à gré, donc personne n'est forcé de vendre, personne n'est forcé d'acheter. Chacun est conscient du marché à lequel il évolue. Ça représente à ce moment-là la valeur réelle de votre propriété. Au niveau résidentiel, je vous dirais qu'on est dans les mêmes similitudes que la valeur marchande. Il y a très peu de différence entre les deux. Mais dans certaines situations, la valeur réelle peut différer. Petit exemple, il y a certains équipements industriels qui vont être portables au monde, mais le propriétaire de l'immeuble qui, lui, génère des revenus X, bien, ces éléments-là ne font pas partie de sa valeur à lui. C'est la valeur qui appartient à son immeuble à faire. Au niveau de l'évaluation municipale, nous, on va tenir compte du rendement de l'immeuble, mais aussi des biens portables au monde au niveau de la fiscalité. Le rôle de l'évaluateur. En fait, le rôle de l'évaluateur, c'est assez simple. Le marché ne le fait pas. Il fait seulement la lecture du marché. Les 50 ou les 100% d'augmentation d'un rôle d'évaluation, ce n'est pas la conséquence de l'évaluateur, c'est la conséquence simplement du marché immobilier. C'est simplement l'évolution.
L'évaluateur en fait seulement la lecture. Son travail est objectif et impartial. Il n'y a aucun intérêt le soir, évidemment, à augmenter une propriété X ou à baisser une propriété Y. Son seul mandat à lui, c'est de représenter la valeur réelle. Dans le cas présent, je le répète encore, au 1er juillet 2023. Là, on rentre dans vos données à vous, pour la municipalité. Robert a fait mention. On y va en fait là, par segmentation, on y va au niveau du marché général, puis ensuite on va aller avec les conclusions de votre rôle d'évaluation à vous. Là, je pense pas que vous voyez bien les données qui sont ici. Je vais plusieurs jeux qui se glissent un peu, c'est normal. Je vais vous donner les grandes lignes de données qu'on voit ici. La fois, ce sont l'ensemble des transactions sur ce territoire depuis les 3 dernières années dans Saint-Sauveur. Donc, depuis 2020, pour Saint-Sauveur, en fait, on a eu 2796 transactions sur votre territoire. De ces 2796 transactions, on en a retenu 2396 qui étaient dites conformes. Quand on dit qu'une vente est conforme, c'est parce qu'on dit qu'elle n'est pas liée. Donc, ce n'est pas une vente qui est demi-équilibre. Exemple, vous vendez la moitié de votre propriété à votre conjoint, ou c'est une vente entre parents. À ce moment-là, le parent vend à son fils ou à ses héritiers sa propriété. Donc, elle n'est pas liée sur le marché libre. Donc, on peut penser que le prix de vente, évidemment, n'est pas représentatif d'une condition de marché normale. Ensuite, sur l'ensemble du territoire depuis 2020, il y a eu 4117 mutations sur tous vos dossiers de propriété. Dans la ville de Saint-Sauveur, on a 9087 unités d'évaluation. Donc, c'est pratiquement là, la moitié des unités d'évaluation qui a eu un changement de propriétaire, un changement de titre depuis 2020. Donc, c'est sûr que dans vos rues, il y a assurément un ou deux voisins qui est nouveau pour vous. Maintenant, ça, c'est plus intéressant. Ici, ce qu'on relève, en fait, ce sont les prix médians des propriétés dans Saint-Sauveur depuis 2018. Donc, ce qu'on voit en fait en 2018-2019, c'était le beau fixe. Le marché fonctionnait bien, mais il n'était pas en croissance nécessairement. À partir de 2020, on sait ce qui s'est passé. La pandémie est arrivée, l'intérêt a augmenté. Là, 2021-2022 et au juillet 2023, on est rendu maintenant à Saint-Sauveur avec des prix médians transigés de 539 500. Ce n'est pas les valeurs de contrôle de l'évaluation, c'est uniquement les prix transigés médians dans la ville de Saint-Sauveur. Si je compare avec mon ancien rôle d'évaluation, en 2020, on avait un prix médian qui était de 325 000. Donc, il est normal de voir si vous avez une valeur. Je ne sais pas si déjà ici, avec une valeur dans l'ancien rôle d'évaluation qui était à 325 000, parce que je vous dire qu'il y en avait près de 50% du rôle qui était dans le ratio du 325 000 à Saint-Sauveur. Fait que forcément, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans le 500-600 000 actuellement. Les terrains vagues, c'est la même chose aussi, mais c'est encore plus grand parce que l'intérêt est encore plus grand post-pandémie pour la construction. Donc, encore une fois, 2018-2019, on est au beau fixe, ça va bien. 2020, on voit l'intérêt encore une fois pour les vacants. Et 2023, évidemment, c'est l'explosion qui est rendue au prix médian pour les terrains à 255 000. Ceux qui sont dans le village de Saint-Sauveur, exactement, vous avez vu les terrains qui sont passés là, de 100 000, 125 000 à 300 000, 325 000. C'est simplement le reflet des transactions qu'il y a eu dans nos villageois. 2 à 3 logements. Longtemps, les propriétés sont, je dirais, plus à grande dent. Évidemment, on n'est pas dans les 6 à 10 logements inclus, là. On n'est pas dans les mêmes ratios, mais on avait assez d'observations ici là, pour tirer vraiment une image claire là, du marché. Mais ce qu'on peut observer de la différence entre 2 à 3 logements versus, par exemple, une familiale, c'est un peu plus linéaire au niveau des variations de marché. Étant donné que les acheteurs qui achètent des propriétés de type revenu, évidemment, le c'est moins émotif l'acquisition. On regarde beaucoup plus les revenus qu'on peut générer de nouvelles à ce moment-là. Mais, néanmoins, la variation reste quand même, on a peut-être 81% depuis 2018. Là. Et on se rappelle, 2020 étant la dernière date de référence au marché pour l'ancien rôle d'évaluation, on est encore à 355 000. Et maintenant, 2023, 552 500. Maisons modulaires, en fait, ce sont les propriétés là, qui n'ont pas de fond de terre à ce moment-là, qui sont souvent des terrains à location. On a évidemment des falaises, pas dans des falaises, mais l'habitation des monts.
qui sont des propriétés modulaires. Ceux-ci, là, sont toujours vendus, je dirais, 2018-2020. On avait des transactions qui oscillaient à 74-90 000. Avec la pandémie, maintenant, il y a eu un fort attrait pour ces propriétés-ci. Donc là, il y a eu un bond spectaculaire qui est passé jusqu'à 196 000, 192 500. Ce qui est intéressant ici, par contre, pour les maisons modulaires, c'est qu'on voit qu'on a atteint le plateau en 2023. Là. Donc on peut penser que le marché s'est enfin stabilisé. On va rester à voir 2024 évidemment, mais néanmoins, il y a un signe qu'on n'est plus en forte croissance pour le suivi de 2020 à 2022. Conditions de marché, en fait, là, on n'est pas uniquement dans Saint-Sauveur, mais on est dans la MRC des pays d'en haut, au niveau de l'accroissement de la population qu'on a observé, donc l'accroissement de la population qui a la pression sur le marché immobilier. Donc, de 2016 à 2023, on parle d'un accroissement de 15,9 de la population. Si on fait le parallèle avec le Québec, de 2016 à 2021, au Québec, on avait 4,6 d'augmentation. Pour les Laurentides, on avait 12,2 Vous voyez, là, les gens, c'est vraiment dans les Laurentides qui ont voulu s'établir. Fait intéressant pour Saint-Sauveur, depuis 2020, il y a 347 nouvelles constructions qui ont été portées au rôle. Donc, ça, ici, cette donnée-ci ne provient pas des services d'urbanisme, parce que ceux-ci vont nous envoyer quand les travaux seront terminés. Ils viennent de nos données de services d'évaluation qui ont été portés au rôle d'évaluation depuis 2020. Encore une fois, l'accroissement de la population, ici, on a une projection qui a été faite par le ministère. Et si on regarde, en fait, sur une plus longue échéance, c'est une donnée statistique, évidemment, c'est une prévision, c'est pas un fait. Mais pour les Laurentides, en fait, il y a une prévision jusqu'en 2035 de 20,6 d'augmentation positive. On fait un comparatif avec la province du Québec en général, on est à 12,4 Donc, on parle d'une augmentation entre 2020 et 2035, donc c'est une projection. Si on regarde, on n'est pas la région qui est la plus d'intérêt, je vous dirais, là, les statistiques sont plutôt vers Thérèse de Blainville, qui prévoit 28,5 d'augmentation. Nous, on est juste en haut ici, à 22,5 Les données ici, en fait, pour ceux qui consultent les données là, des courtiers immobiliers, ce sont en fait là, le baromètre résidentiel que les courtiers en fait vont publier de façon semestrielle et annuelle pour l'ensemble du Québec. Donc pour nous, en fait, les valeurs, c'est une donnée qui est fort pertinente. Celle-ci, elle est en général, c'est l'ensemble du Québec, mais ce que ça nous indique comme donnée en fait, de façon plus massive, ce qu'on s'aperçoit pour le deuxième trimestre de 2023, parce qu'on se rappelle encore une fois, ce qu'on veut établir comme valeur, c'est la valeur réelle au 1er juillet 2023. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le nombre de transactions est en baisse. On voit aussi au niveau des condos, on parle d'une baisse de vente de 16 Ce n'est pas une baisse de valeur, c'est une baisse de nombre de transactions. Pour faire la différence entre les deux. Les plexes aussi, on parle de 30 de moins de transactions. Les prix médians, par contre, ceux-ci, on voit qu'ils se corrigent un peu à la baisse, 4 3 Les plexes, eux, 2 d'augmentation. Donc, on peut en conclure que c'est assez stable comme marché actuellement. Les inscriptions, par contre, eux, sont en forte progression. On se rappelle, un an auparavant, là, le scénario ici, c'était celui des prix médians, on avait du 4 C'était très faible le nombre d'inscriptions qu'il y avait sur le marché. Là, on commence évidemment à voir que les niveaux sont plus normaux à ce moment-là. Même le billet de vente aussi dans l'augmentation. On est rendu à 52 jours, 54 jours et 77 jours, ce qui est plus normal dans les conditions de marché. D'autres données fort intéressantes pour nous, en fait. Celui-ci, je trouvais intéressant, je ne sais pas si je peux le prendre. C'est le taux d'inoccupation qu'on retrouve au niveau locatif. Pour le deuxième trimestre de 2023, on avait 1,7 de taux d'inoccupation. C'est extraordinaire. En fait, c'est excessivement bas, en bas du 2 probablement, quelqu'un qui vient chercher pour être loué pour quelqu'un qui n'a pas d'inventaire locatif disponible. Mais ce qu'on en voit qui est intéressant, c'est l'augmentation des loyers. En fait, une année, on est à 9 d'augmentation. On est au double, en fait, de l'inflation. Donc, les loyers bougent. Quelque chose. Je vais essayer de voir.
Et voilà. Désolé. Donc, les loyers pour 2023, ici, c'est l'ensemble du Québec, donc c'est pas seulement Saint-Sauveur. Mais néanmoins, au niveau global, on avait en 2022 892 pour un loyer moyen, on est rendu à 973, donc 9 je vous le disais, qui est plus élevé que l'inflation. L'autre élément intéressant pour le deuxième trimestre 2023, on a tous vu les taux hypothécaires augmenter. On avait les taux hypothécaires qui étaient rendus à 6,52 à ce moment au deuxième trimestre. C'est normal, évidemment, l'objectif de la Banque du Canada, c'était de réduire l'inflation à l'ensemble du Québec. Donc, forcément, le taux directeur devait augmenter s'il y avait une incidence sur les taux hypothécaires et, ultimement, s'il y avait une incidence sur le marché immobilier. Je continue maintenant, on arrive à Saint-Sauveur. Là, on voit un peu le marché immobilier qui se produit à Saint-Sauveur. Encore une fois, je vous le répète, et je vais le faire souvent, je m'en excuse, mais c'est important. Au deuxième trimestre 2023, qui est le 1er juillet 2023, qui est votre date de référence au marché pour Saint-Sauveur. C'est pas un trou, en fait, dans les données ici qui sont intéressantes, mais ce sont les transactions qui ont eu lieu. Donc, je ne pense pas que vous le voyez bien, c'est assez dur de faire un test tantôt. Et voilà. Donc, au deuxième trimestre 2023, ce qu'on observe juste ici en haut, on a en fait une augmentation des ventes de 19%, c'est pas assez souvent. Inscription, 74% d'augmentation d'inscription sur le territoire de Saint-Sauveur. Qui, soit dit en passant, en fait, Saint-Sauveur, c'est une agglomération. Donc, on parle de Prévost, mais ça va jusqu'à Saint-Adolphe d'Howard. Donc, Piedmont, c'est dans les lacs. Morlaix sont inclus dans cette donnée statistique-ci. Prix médian qu'on observe ici de la Chambre mobilière, 550 000 pour les prix médians transigés au deuxième trimestre 2023. Vous vous rappelez, tantôt, on vous a présenté les prix médians uniquement pour Saint-Sauveur, on avait les mêmes ratios. Prix moyen aussi, 589 000. Et si on observe encore une fois, on voit que le prix médian, le prix moyen est en chute, qui descend de 5 à 3 Donc là, on s'aperçoit que le marché se stabilise. On n'est pas à conclure que le marché, en fait, est en perte de pièces ou que les valeurs baissent des propriétés, mais simplement qu'il se stabilise pour l'instant. Sur les 5 dernières années, l'augmentation des prix médians et prix moyens, qui a été mesurée par la Chambre mobilière, c'est 98 et 97 d'augmentation. Copropriété, c'est la même chose aussi. À ce moment-là, on a évidemment une baisse au niveau des transactions, mais le nombre d'inscriptions qui est en augmentation. Prix médian, même principe, encore une fois, sur 5 ans, 77% pour le prix médian, 93% pour la moyenne. Élément aussi pertinent, ce qu'on a vu depuis les 3 dernières années avec la pandémie, les vendeurs avaient toujours le beau jeu. Les vendeurs pouvaient vendre à peu près ce qu'ils voulaient au prix qu'ils voulaient parce qu'il y avait une quantité phénoménale d'acheteurs qui voulaient acheter. Ce qu'on commence à voir, et là, ça commence à faire son chemin, la Chambre mobilière va stratifier, dans le fond, le marché immobilier en fonction des fourchettes de valeur. Donc, le marché tend à devenir en équilibre plus le prix augmente, en fait, des propriétés. Là, si on s'aperçoit que c'est pour les propriétés de 790 000 et plus, le marché est plus à l'avantage des acheteurs à ce moment-là. Donc, ça veut dire que le marché se stabilise de plus en plus. Mais pour tout le reste, 700 000 et moins, c'est encore les vendeurs de beau jeu. Proportion médiane, on va être tantôt avec Robert. La proportion médiane, en fait, ça vous dit peu de choses, mais pour les évaluateurs à nous, en fait, c'est la mesure qu'on va utiliser annuellement aussi. D'une part, en fait, pour chaque année de rôle d'évaluation, on va établir ce qu'on appelle le facteur comparatif. Donc, ceux qui ont acheté une propriété, en fait, dans Saint-Sauveur dernièrement, je ne sais pas quand j'avais vu une main qui s'est élevée, mais c'est lui qui a acheté une propriété, en fait, sous l'ancien rôle d'évaluation. Donc, avec une date de référence au marché, le 1er juillet 2020. Quand il est arrivé chez le notaire, en fait, a établi quelle est sa taxe de mutation, sa taxe de PLU, qu'on dit souvent, pour sa propriété, mais il y avait deux références à regarder. Il y avait le prix qu'on payait pour la propriété, et il y avait aussi la valeur au municipal multipliée par son facteur comparatif. Donc, exemple, si le propriétaire achète la propriété à 1 million au prix payé de la propriété, mais que le rôle, lui, est à 500 000, le facteur comparatif est à 1,7. Évidemment, c'est 1,7 fois le 500 000. Donc, c'est le plus cher des deux sur lequel ils vont payer la fameuse taxe de bienvenue. Et ça, c'est pas la ville, c'est pas la faute de la ville si le facteur comparatif est
aussi élevé, c'est uniquement les conditions de marché qui sont en place. Maintenant, dans toutes les années, évidemment, que le marché croît de cette façon-là, bien, à l'opposé, la médiane, elle va descendre à chaque fois, parce que le rôle, à chaque année, évidemment, ben, il est beaucoup plus bas que le marché immobilier. Le travail, ou plutôt la raison d'être de l'équilibration des rôles d'évaluation, ben, c'est de ramener l'inventaire du marché à une proportion égale au marché immobilier. Et encore une fois, on se rappelle, au 1er juillet 2023, au Saint-Jean. Si jamais on n'avait pas, en fait, là, équilibré votre rôle d'évaluation à Saint-Sauveur, la proportion médiane, plutôt la médiane aurait été à 57%. Donc, si quelqu'un a une propriété à Saint-Sauveur, et là, mes calculs mathématiques, et on aurait fait 1,75 de sa valeur à ce moment-là. Donc, si on avait une propriété à 1 million de dollars, on aurait une valeur de 1 704 000 on paierait une taxe de crédit sur la propriété. Même si on avait payé la propriété 1 million de dollars. Est-ce que c'est clair pour la proportion médiane? Moi, je me comprends bien, mais la vulgarisation est parfois un peu boiteuse. Oui, parfois. Évaluation de masse, expansion individuelle, la différence entre les deux, en fait, on fait le parallèle parce que on a tous, un jour ou l'autre, en fait, engagé un évaluateur agréé pour nos besoins personnels. Il y a une différence entre l'évaluateur engagé pour notre maison et celui qui travaille pour les organismes municipaux. La différence est assez simple. L'évaluateur que vous engagez votre propriété a un seul mandat, c'est de donner la valeur de votre propriété face au marché. Tandis que l'évaluateur municipal, lui, va établir la valeur de l'ensemble des propriétés avec l'ensemble du marché. Donc, la différence entre les deux, c'est que l'évaluateur, lui, doit refléter tout le marché immobilier. Donc, sa recherche, elle, est plutôt basée sur des statistiques plus que sur une précision de l'évaluateur agréé qui va faire un rapport spécifique pour votre propriété à vous. À titre d'exemple, je pense que c'est plus intéressant. Quand on analyse les transactions, en fait, pour un rôle d'évaluation, dans un secteur donné, on va y avoir, en fait, même si les propriétés sont tous identiques, il va quand même y avoir une variation dans les prix de transaction. Cette variation-là peut être due simplement à une émotion, un vendeur qui était pressé de vendre, un acheteur qui était plus motivé d'acheter cette propriété-ci pour X raisons, qui sont tous dans des motifs aussi. Ce qui fait en sorte que même si la propriété est identique à l'autre, elle peut avoir des différentiels entre les deux propriétés. L'évaluation municipale, ce qui est pas réfléchi, c'est cette tendance centrale-là. Donc, les écarts entre les deux, et là, on va aller chercher le plus explicatif. Quand c'est important de retenir, encore une fois, l'élection de sur ligne de temps, 1er juillet 2023, date de référence au marché, transaction pour l'analyse pour le rôle d'évaluation 2021, 2022, 2023. Oui, c'est vrai, on est en pandémie. Oui, c'est vrai, le marché a explosé. Mais partout au Québec, tous les rôles d'évaluation qui sont déposés 2025, 2026, 2027 ont la même contrainte, c'est le 1er juillet 2023. C'est imposé, c'est cadré, on ne peut pas le changer comme ça. C'est pas très injuste non plus. Je vais faire du plus parce que le commentaire est bien souvent. C'est pas tant injuste qu'on utilise une date de référence ici qui est à la hausse si l'ensemble des propriétés sont sur la même base. Ou il y aurait une équité qui va s'installer si on choisirait un secteur avec une date de référence X et l'autre secteur avec une date de référence Y. Là, évidemment, on pourrait avoir une équité qui va s'installer à ce moment-là entre chacun des propriétaires. Autre élément important aussi, le rôle de rangement de garde au 1er juillet 2025 pour une date de référence au 1er juillet 2023. On fait comparatif encore une fois avec votre ancienne évaluation que vous aviez. La référence au marché était le 1er juillet 2020, dans les tout débuts de la pandémie et l'intérêt évidemment pour les Laurentides et les basses Laurentides surtout. Donc, l'ancien rôle d'évaluation avait une variation à peu près de mémoire entre 12 et 15 %. En comparaison à ici, on est à plus de 50 %. On répète encore, c'est important à retenir. Rôle triennal pour Saint-Sauveur 2025, 2026, 2027.
Dépôt du lot, on effectue cette année le 1er novembre 2024. Dans les références au marché, 1er juillet 2023, donc 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation à ce moment-là. Encore une fois, prise d'effet le 1er janvier 2025 et on a introduit le demande de révision. Le demande de révision a été déposée avant le 1er mai 2025 ou jusqu'au 30 avril 2025. La segmentation de votre ville de Saint-Sauveur. Comme on vous disait tout à l'heure, en fait, on n'évalue pas l'ensemble du territoire de la même façon. On va le segmenter en fonction de plusieurs éléments en fait, qui peuvent être physiques, qui peuvent être aussi législatifs, le zonage, entre autres. Ça peut être aussi des contraintes hydriques qui peuvent être présentes hors un lac. Ici, on voit aisément les lacs qui sont présents ici. Il y a un vieuxage souvent qui n'est rien de moins comparable qu'un lac avec un autre lac. Je suis forcé d'être d'accord avec lui comme on voit le marché. Chaque lac a ses avantages et ses désavantages qui sont propres, malgré ce qu'on peut en penser. Suite à ça, ce qu'on retrouve aussi, tantôt on voyait en fait la segmentation, on voit ici le village entre la station de ski et Jean-Adam, qui est dans l'unité de voisinage qui est présent. On voit aussi une maison modulaire ici, qui sont une unité de voisinage. On observe aussi, je dirais même, l'héritage au de la montagne qu'on peut observer. Donc, tous ces secteurs-là, évidemment, sont considérés, à nos yeux, dans nos analyses, homogènes les uns avec les autres au niveau du marché immobilier qui est présent. Il peut arriver aussi qu'on fait des regroupements de voisinage, donc, que via les transactions qu'on va observer, un tel secteur Y va être comparable avec un autre secteur qui est juste à côté aussi, sans même qu'on fasse un regroupement de voisinage à ce moment-là, simplement qu'on le considère comme un tout pour faire une analyse pour le rôle de l'évaluation. Dossier propriétaire, dont on parlait du rôle d'évaluation, ce qu'il contenait, c'est un exemple de dossier de propriété. On a pris la propriété de M. Garipi aussi en exemple pour la présentation. C'est pas vrai, c'est pas vrai, qui nous a gracieusement prêté sa fiche de propriété. Donc, ce qu'on observe au niveau de la propriété ici, ce sont les données quantitatives et qualitatives de votre propriété à vous, donc soit la superficie, le type de bâtiment, les rénovations que vous avez effectuées dans votre propriété aussi, et aussi, l'autre élément important, les transactions, disons, tout l'historique de votre maison, les transactions qui ont eu lieu, les morcellements, les regroupements qui ont eu lieu, ça va être présent dans le dossier de propriété qu'on désigne à l'Université des Pays-Bas. Souvent, les gens vont dire que tout à fait, dans l'évaluation, mais il n'y a personne qui est passé chez moi. C'est vrai, on n'a pas inspecté pour le rôle d'évaluation toutes les propriétés sur le territoire. Parce que pour l'ensemble de l'inventaire, on détient le dossier de propriété ici, qui est continuellement mis à jour. Donc, à chaque fois que vous faites une demande de permis à la municipalité, votre garage, pour rénover votre cuisine, votre toiture, il y a un inspecteur, il y a un évaluateur qui va passer, qui va mettre à jour le dossier de propriété, et puis qui va ultimement avoir en fait à ce moment-là une mission de compte de taxes complémentaires qui va s'ajouter, ou si c'est dans le cadre de maintien d'inventaire, vous verrez les résultats uniquement dans le cadre du nouveau rôle d'évaluation. Et là, je vais introduire notre élément aussi. Il est possible, quand vous avez votre nouveau rôle d'évaluation cette année, vous allez observer que votre voisin, à côté de vous, va augmenter de 50%, puis vous augmentez de 70%. Ça se peut que la cuisine, le plancher, vous avez fait la toiture, la fenestration. On l'a porté au rôle d'évaluation, mais vous l'avez uniquement vu dans le cadre du nouveau rôle d'évaluation. Comment on fait l'évaluation, en fait? Pour l'expertise privée, il y a trois approches qu'on va utiliser principalement. L'état de comparaison, l'état du revenu, l'état du coût. Vous avez la méthode la preuve la plus directe va toujours être une méthode de comparaison. Donc, on cherche des propriétés qui sont semblables à la vôtre. Pardon? On va commencer avec une méthode de comparaison. Comme je vous l'ai dit, évidemment, ce qu'on cherche une méthode de comparaison, c'est d'évaluer la propriété à vous avec des équivalences sur le marché. Donc, il y a les mêmes avantages et désavantages qui sont surtout, parce que c'est une variable qui est très importante, localisée dans un endroit qui est similaire au vôtre. Un bâtiment qui a les mêmes caractéristiques aussi, c'est un petit terrain. Sur la salle, évidemment, il va toujours y avoir des itérations qui vont être présentes. Donc, on va effectuer des ajustements sur celui-ci pour rendre les propriétés transigées comparables à votre propriété. L'état du revenu, à ce moment-là,
c'est différent parce que là, ce qu'on cherche à établir, en fait, c'est les rendements de l'immeuble. Parce que les profils des acheteurs qui achètent des unités à revenus, ben, la variable qu'ils vont regarder, ça sera les rendements qu'ils peuvent générer avec son immeuble. Ça va être aussi vraiment la disposition de l'immeuble éventuel qu'ils vont en faire. Donc, on nous donne du revenu, ça base principalement sur les revenus que génère une propriété. Méthode du coût, c'est une autre méthode qui nous fait un peu moins directe à ce moment-là, parce qu'elle est basée sur des données qui sont plus quantitatives de votre propriété, mais il y a énormément en fait d'éléments ici qui prennent source dans la méthode de comparaison. Ultimement, la méthode du coût, dans le fond, on va établir c'est la valeur de votre terrain à vous par une approche par comparaison, donc des terrains transigés dans un territoire donné. On va estimer le coût à neuf de votre propriété à vous. Donc, une construction neuve, c'est assez simple à ce moment-là, parce que le bâtiment n'a pas vieilli encore. Alors, le bâtiment qui prend de l'âge, bien là, à ce moment, on va incorporer aussi une dépréciation du bâtiment. Donc, plus le bâtiment vieillit, plus les matériaux en place, bien, ils vont devoir à ce moment-là, à court terme, être changés, rénovés, améliorés. Donc, la sommation à ce moment-là du terrain, du bâtiment et des dépréciations appliquées va nous permettre d'établir la valeur réelle de votre propriété. Encore une fois, au 1er juillet 2023. Enfin, je m'attends. Décision de contrôle d'évaluation, je pense que c'est les mêmes que vous voulez voir, vous saviez déjà. Votre rôle d'évaluation à Saint-Sauveur. L'augmentation du rôle pour Saint-Sauveur, donc pour l'immeuble imposable, donc si ça de base de fiscalité ou de taxation pour la ville de Saint-Sauveur, c'est 51% d'augmentation pour le rôle d'évaluation. Ce n'est pas tant les bâtiments qui sont en augmentation, ce sont les terrains principalement qui sont en augmentation. Et pas uniquement dans le centre du village, dans l'ensemble de Saint-Sauveur, tous les terrains que vous avez observés ont eu une forte augmentation. Au niveau du non imposable, c'est un peu similaire aussi, le terrain 76% d'augmentation, bâtiment 14%. Pour au final arriver avec une valeur immeuble, en fait, imposable et non imposable, de 50% d'augmentation. Le tirage qui est vu, évidemment, c'est entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2023. Quand on se compare, on peut se consoler un peu. Saint-Sauveur n'est pas la seule à augmenter dans cette proportion-là. Il y a énormément de données, je vous en conviens. Mais je vais vous faire le topo assez rapidement. Ce qui est important de voir, dans le fond, c'est que Saint-Sauveur a une augmentation au niveau de la portion imposable de 55%. Tantôt, il y a un petit différentiel, je vais vous le montrer rapidement. On a 51% ici. Dans un but de comparer votre richesse foncière à vous avec les autres municipalités du nord de Montréal, j'ai pris une même fenêtre de marché qui est le 30 avril 2024. Pourquoi il y a une différence entre les deux? Simplement qu'au cours de l'année, le service d'évaluation porte au rôle les nouvelles constructions, les travaux, les permis, ce qui fait en sorte que l'augmentation de votre rôle est un peu moins grande juste ici que le 30 avril. Parce qu'entre les deux, il y a eu énormément de mise à jour qui a été faite sur votre municipalité. Donc, je poursuis. Pour Morinite, on a une augmentation de 65%, Lac des Saint-Îles, 84%, mais c'est un rôle de 6 ans. Attention. Si on va un peu plus au nord, l'Antier, 76%, Saint-Agathe-des-Monts, 64%, Livry-sur-le-Lac, 71%, Bartmer, je ne sais pas si certains connaissent, 52%, Arundel, 81%, Huberdeau, 72%, Val-des-Lacs, on a 67%, Saint-Élie du Lac-des-Îles, on est rendu dans Antoine-Labelle en haut. Là. À ce moment-là, on est à 69%. Là, on quand même assez loin, mais on peut peut-être regarder le Mont-Laurier, 45% d'augmentation. Mont-Laurier, évidemment, a une bonne base commerciale aussi. Vous verrez plus tard pourquoi je vous dis ça. Et évidemment, on a Kentley à 53%, et puis dans l'Outaouais, la pêche aussi à 55%. Mais ce qu'on voit globalement, c'est que l'augmentation, évidemment, elle est relativement similaire dans l'ensemble des rondes d'évasion que j'ai déposées cette année au nord de Montréal. Évidemment, on répète, il ne fait pas l'équilibration de tous ces rôles-là ici. Notre mandat pour la région ici est uniquement pour ce qui est de Piémont, Saint-Sauveur, Montréal, Saint-Élie. Tous les autres, ce sont d'autres firmes qui font ce travail ici, mais les conclusions sont similaires. Ce qui est intéressant, par contre, c'est le prix médian des unifamiliales.
Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Tout le prix moyen, excuse. Pour Saint-Sauveur, le prix moyen qui a été dégagé, c'est 646 982. Ça, c'est la valeur moyenne d'une unité, un logement à Saint-Sauveur. C'est l'un des plus élevés dans l'ensemble des municipalités qu'on trouve ici. Là. En fait, c'est la plus élevée. Parce qu'en deuxième lieu, ce qu'on va avoir, c'est Warren Heights avec 639 533. Et juste à côté, c'est Ville-sur-le-Lac, qui est principalement une ville des propriétés qui sont beaucoup illégales, qui est à 642 112. Donc, c'est excessivement élevé. Là. Si on fait le comparatif avec le rôle passé, c'est 409 000 la valeur moyenne. On a segmenté les résultats aussi en fonction des catégories d'immeubles, donc copropriété, un logement, comme vous avez vu, 2 à 3 logements. Si on prend les condos, en fait, les condos, c'est une augmentation qui est de 47 pour les immeubles imposables. Pour ce qui est des 1 logements, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 54 d'augmentation. Encore une fois, 648 000 la valeur moyenne. 2 à 3 logements, 633 000 pour du 57 c'est quand même assez lisse comme donné. Mais là, on tombe dans les 4 à 9 logements, c'est du 37 d'augmentation, 10 logements et demi, 31. Les chalets, c'est 67 c'est quoi les chalets? Il y a encore des chalets sur notre territoire. En fait, ce sont des propriétés privées et l'adresse du propriétaire n'est pas en fait l'adresse de l'immeuble. Et le bâtiment, ça reste un bâtiment qui est très similaire à chacun des bâtiments sur le territoire. Les maisons mobiles, en fait, on a 82 d'augmentation, donc un prix moyen à 152 000 versus l'ancien rôle à 84 000. Industriel, 23 les terrains, l'agriculture, c'est un seul terrain. Là. On ne voit pas en fait le nombre de sens avec celui-ci, mais c'est un terrain qui a une augmentation de 148 Terrain vague, donc en fait, les terrains qui sont pas bâtis sur notre territoire, c'est 91 d'augmentation. Donc, on avait un prix moyen à 95 000, on est rendu à 182 000 pour l'ensemble du territoire. Donc, ça inclut aussi les terrains non desservis, évidemment. Donc, après ça, on a une catégorie qui est les parcs, passages, terrains, à ce moment-là, les rues privées aussi. Donc, là, on est rendu de 17 pour ces terrains-ci. On a segmenté aussi les résultats par secteur à ce moment-là. Donc, on a, si on veut le séparer, là, la ville de Saint-Sauveur en fonction des services qui étaient présents et même des attaques commerciales à ce moment-là. Donc, au niveau là, des secteurs qui sont desservis par les mesures d'égout, principalement le périmètre urbain, on a 53 d'augmentation pour une valeur moyenne qui était au mois passé à 332 000, maintenant à 509 000. Les secteurs, en fait, plus loin du périmètre urbain, donc l'agriculture, on a 66 d'augmentation. Je dirais que ce sont les gagnants pour cette segmentation-ci. Et les secteurs non desservis, on a 57 d'augmentation. Les prix moyens sont même assez similaires à 509 000, 496 000, 479 000. Artère commerciale. Artère commerciale, on a 22 d'augmentation pour tout ce qui est, dans le fond, jardin, le principal, secteur factories aussi, évidemment, donc tout ce qui est commercial de Saint-Sauveur. Mais la raison est évidemment moindre à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que le marché commercial est en chute libre. C'est simplement évidemment qui est en perte de vitesse face au secteur résidentiel. À moyen court terme, probablement que le secteur commercial va prendre de la vigueur aussi s'il y a autant de nouveaux citoyens qui viennent s'installer dans la région. Au niveau du livret, la dette demande d'augmentation sociale à la même proportion, mais un peu plus faible. Et ça, c'est, je dirais que c'est la même chose dans les rôles qu'on a déposés l'année passée ici. L'augmentation est beaucoup moins grande au niveau des propriétés qui sont riveraines que non riveraines. La raison est assez simple, en fait. La valeur moyenne elle est déjà beaucoup plus élevée dans les riverains. Je vous dirais que les variables, en fait, là, qui influencent les acheteurs de propriétés riveraines, parce que je l'ai dit, mais elle est moins présente là, que ceux qui ont acheté des propriétés non riveraines qui voulaient s'établir dans la région à ce moment-là. Mais regardez en fait le prix moyen d'une propriété riveraine à Saint-Sauveur, c'est 732 000 versus 508 000. Et on se rappelle tantôt, je vous ai montré que après cette indice de valeur,
bien, le marché est plus à l'avantage des acheteurs, mais on tombe dans ce ratio-là ici pour les propriétés riveraines. Ça ici, c'est la variation moyenne, plutôt la carte des variations de Saint-Sauveur. Bon, là, tout est orange, mais en fait, tout ce que vous voyez en orange, c'est la variation entre 50 et 100 d'augmentation sur le territoire. Ce qui est en rouge, c'est près de 200 d'augmentation qu'on va retrouver. Ce n'est pas vraiment des bâtiments qu'on va retrouver dans les 200 c'est principalement du terrain vacant qui est en forte augmentation. Parce que pour ce qui est du construit, on est beaucoup plus dans l'orange, on va 50 ou 100 d'augmentation. La confidentialité des données qu'on détient au service d'évaluation. On fait souvent un parallèle avec ceci parce que pour chaque rôle d'évaluation, le service va envoyer des enquêtes de revenus et de dépenses pour les propriétaires en fait, d'immeubles commerciaux ou d'immeubles à revenus. L'objectif, en fait, c'est d'établir le rendement des immeubles pour chacun d'entre eux, mais aussi de s'assurer également de représenter les conditions de marché dont on a besoin pour un rôle d'évaluation. Quand on parle de confidentialité, c'est que si jamais un citoyen se présente pour consulter une fiche de propriété pour sa maison de vie ou pour l'immeuble, les revenus sont présents s'ils ne sont pas en fait de sa confection à lui, parce que l'information va rester confidentielle à ce moment-là, parce qu'on va nous donner. L'objectif, évidemment, c'est de préserver cette confidentialité, et s'assurer aussi que les propriétaires qui ont reçu l'information, qu'ils aient confiance à le faire aussi. Demande de révision, on y arrive enfin. Pour les gens qui ont construit leur rapport d'évaluation, qui sont d'avis que la valeur de l'option n'est pas représentative de leur valeur à eux. Je le rappelle, au 1er juillet 2023, évidemment, voici comment est-ce qu'on fonctionne et ce qu'on aime aussi faire avec les citoyens. Ce qu'on va privilégier souvent, c'est une communication avec eux. Donc, vous n'êtes pas certain de votre valeur à vous, vous devez comprendre la valeur que vous avez sur votre nouveau compte de taxe. Contactez-nous au service d'évaluation. Ça va faire plaisir de vous rencontrer, ou même de parler par téléphone, de vous expliquer les conditions de marché. Même de vérifier votre dossier aussi. Vous venez construire votre dossier de propriété, ça va vous faire grand plaisir. Appelez-nous avant, par contre. Ça va être plus facile si on peut se préserver une plage horaire. L'information, évidemment, qu'on va vous fournir, parce que ça sera des informations qui sont techniques, des informations qui sont au niveau du marché aussi. Ça peut être aussi des informations que vous allez aussi nous apporter. Exemple, sur votre rôle d'évaluation, votre terrain a monté de 350 il est élevé à 50 000, il monte à 450 000, mais c'est un milieu humide. Ça se peut que l'information n'est pas à votre dossier. Donc, il est possible que les résultats évidemment ne soient pas représentatifs de votre valeur réelle de votre propriété. Contactez-nous, ça va nous faire plaisir d'obtenir ça. Maintenant, moment que vous avez l'information, vous êtes satisfait de l'information, mais vous n'avez pas le résultat. On tombe dans la demande de révision. Là, à ce moment-là, vous pouvez déposer le demande de révision. Il y a un formulaire qui est déjà prévu à cet effet-là. Le formulaire est disponible sur le site de l'Université des foyers d'en haut, ou même sur votre furteur Internet, vous pouvez chercher demande de révision. C'est le même formulaire qu'à le Québec. C'est la même chose, ça ne va pas PDF de l'imprimer un peu partout. Pour être recevable, la demande de révision, ça c'est important. Elle doit être déposée avant le 1er mai 2025 ou avant le 30 avril ou jusqu'au 30 avril. Après, c'est fini. C'est un délai légal. On ne peut pas outrepasser cette date-là. Maintenant, l'évaluateur pour vous répondre, lui, il y a aussi un délai à respecter. Il va vous répondre avant le 1er septembre 2025. Et là, on traite encore des demandes de révision actuellement parce qu'on peut se prévoir aussi quand même d'une extension pour vous répondre. Pas parce qu'on veut relaxer un peu, simplement pour s'assurer de répondre avec une qualité pour l'ensemble des propriétés. Maintenant, qu'est-ce que les citoyens doivent déposer avec une demande de révision? L'idéal, par rapport à l'évaluation, pour nous, c'est la meilleure des choses. Évidemment, on peut aussi avoir d'autres données. Quand on a parlé de milieu humide sur votre terrain, vous avez une caractérisation de votre terrain, puis il y a présence du milieu humide. Déposez-nous le document. C'est une information qui est fort pertinente. Vous avez un rapport d'inspection pour un vice sur le bâtiment. C'est une information qu'on n'a pas à votre dossier à vous.
Déposez-nous l'information. Un autre élément aussi qui peut être intéressant, des photos de l'état de votre bâtiment. Il est possible que votre bâtiment s'est dégradé de façon plus accentuée qu'une tendance qui est normale. À ce moment-là, c'est possible que votre dossier ne reflète pas cette image. Ce que l'évaluateur va faire à ce moment-là, ce qu'il va faire, il va faire l'analyse de l'ensemble des données que vous avez déposées, des motifs que vous avez invoqués, et il va être en mesure à ce moment-là de vous donner des réponses sur les conclusions de la valeur de votre propriété. Maintenant, l'erreur à ne pas faire, comme encore cette année, si vous déposez une demande de révision parce que vous n'êtes pas d'accord sur le principe du rôle de l'évaluation, ce n'est pas un motif. La demande va être malheureusement rejetée. Là, ce qui est particulier, c'est le dépôt de demande de révision, ce n'est pas gratuit, il faut déposer un montant d'argent. Donc, c'est dommage de dire à un citoyen qui a déposé une demande de révision, qui a payé des frais, que c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, si une demande est déjà déposée, assurez-vous que les motifs sont fondés. Si vous n'êtes pas certain, communiquez avec nous. Et l'autre élément important, et ça, c'est l'expérience. Attention, le nombre de révision, ce n'est pas nécessairement une baisse de valeur, ça peut être aussi une augmentation. Et avec la pandémie, ce qu'on a observé, c'est que les gens ont fait beaucoup de travaux. Les gens ont allé beaucoup chez le gilet, ils n'ont pas attendre chez le gilet après la pandémie. Les gens ont fait des améliorations sur leur propriété. Donc, si vous êtes certain qu'il manque de travaux dans votre maison, avant de faire le saut, venez nous voir. Ça se peut qu'il manque votre nouvelle cuisine, votre nouvelle salle de bain, la cuisine pas de sol à votre propriété. Peut-être que vous avez moins d'intérêt à faire une demande de révision à ce moment-là. Les recours. Parce qu'évidemment, on vous dit, première approche, on communique ensemble, on explique votre dossier de propriété, c'est assez transparent, il n'y a rien à cacher. Deuxième étape, on dépose une demande de révision. Vous recevez votre réponse, vous n'êtes pas d'accord avec la réponse qu'on vous a proposée. Vous pouvez introduire le recours au tribunal administratif du Québec à ce moment-là. Et là, ça sera un juge administratif qui va prendre une décision en fonction de la preuve la plus prépondérante. Donc là, évidemment, il ne faut pas arriver devant le tribunal avec une opinion. Elle doit être motivée avec un rapport, avec une donnée qu'on peut expliquer ou même un expert qui est avec vous. Vous recevez la réponse du tribunal ou le jugement du tribunal, vous n'êtes pas d'accord avec le jugement. Vous pouvez introduire un autre recours, vous pouvez demander une permission à rappeler du jugement aussi. C'est un peu plus rare, mais ça se fait quand même. Et encore une fois, on rappelle, une révision, ce n'est pas toujours une diminution. Et une date importante, encore une fois, on répète, 30 avril 2025, date limite pour déposer la demande de révision. Questions et réponses, on prend l'avance avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de réponses à faire, beaucoup de questions qui sont posées, qui sont assez similaires. On prend l'avance avec vous et on en profite. Pourquoi les variations sont aussi différentes dans un secteur à l'autre, même dans un même secteur? Et comme on vous l'expliquait tout à l'heure, quand on fait du maintien d'inventaire, quand on fait de la mise à jour de vos dossiers de propriété, si ce n'est pas dans le cadre d'un PMI ou autre, probablement qu'on va porter ce changement-là seulement un nouveau rôle d'évaluation. Ce qui fait en sorte qu'il est possible que votre variation soit supérieure à votre voisin parce que les travaux ont seulement été reflétés dans le cadre d'un nouveau rôle d'évaluation. La même chose aussi, si on observe une dégradation de votre bâtiment, vous allez l'observer plutôt dans le cadre d'un nouveau rôle d'évaluation aussi, pour ce qui est du maintien des inventaires. Maintenant, vous avez acheté une propriété en 2021, 2022, et vous avez été évalué beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que le marché, évidemment, en 2021, 2022, 2023, a quand même une forte progression malgré tout. On a observé qu'on a un plateau en 2023, mais néanmoins, en 2021 et 2022, il y a quand même encore une progression du marché immobilier qui est présent. On va dire une maison identique à la mienne qui est évaluée moins cher que moi. Pourquoi? En fait, elle pourrait être en apparence similaire à la vôtre. Il est fort possible qu'il y ait certaines différences ou des améliorations qui sont faites que nous, on a relevées, que vous n'avez pas pu observer de la face extérieure de la propriété. Donc, ça peut expliquer simplement où il y a d'autres choses, évidemment, Bon, je continue. Mon voisin a rénové sa maison, il a la même évaluation que moi. Pourquoi? Deux raisons simples. On n'est pas encore passé parce que le permis, en fait, n'a
pas encore été traité pour ces travaux qu'il a effectués sur cette propriété, ce qui explique que vous avez encore une même évaluation, où il vient tout juste de déposer sa déclaration de travaux au service d'urbanisme qu'on va passer dans les prochaines semaines, les travaux sur cette propriété. Donc, c'est ce qui peut expliquer qu'il y ait une évaluation qui soit similaire, mais vous comptez à ce qu'il y ait des différences tangibles entre les deux. Ce qu'on voit souvent au niveau des terrains, mon terrain est évalué en fait plus cher que mon voisin au mètre carré ou au pied carré aussi. Oui, c'est possible évidemment, ce n'est pas un taux unitaire qu'on applique de façon unilatérale à l'ensemble des propriétés. Ce qu'il faut comprendre, avec les zonages qui sont en place, exemple, si on sort du primère urbain dans Saint-Sauveur, ben, les emplacements qu'on peut lotir, ben, ça va jouer entre 8 000 et 10 000 mètres carrés au niveau moyen. Donc, si vous avez une propriété qui a 8 000 mètres carrés et 10 000 mètres carrés, ben, la portion constructible, c'est 8 000 mètres carrés. Entre 8 000 et 10 000, c'est simplement de l'extra, c'est résiduel. L'acheteur va payer un prix moindre souvent pour cette différence-là parce que l'usage optimal, il l'a déjà obtenu avec la première tranche de 8 000 mètres carrés. La même chose à l'intérieur de Saint-Sauveur, vous avez un terrain de 800 mètres carrés et le voisin un terrain de 1000 mètres carrés ou 1200 mètres carrés. La différence entre les deux autour d'une terre, elle va être beaucoup plus grande. En fait, le prix d'une terre va être beaucoup plus grand du petit terrain que le grand terrain, parce que la portion constructible, c'est la petite assiette. Le reste, c'est du résiduel. L'acquéreur en fait, paie un prix moindre pour la tranche subséquente. Donc, c'est un peu le respect de l'économie d'échelle à ce moment-là. Le marché immobilier a tombé en 2023-2024 et vous noterez chez les on est dedans actuellement. Il n'est pas tombé encore. Il va quand même bien au Québec, on a des bonnes institutions financières, on a un bon système, en fait, au Canada, c'est plus général que ça. Il y a peu, pas il faut faire attention quand on avance des choses comme ça, mais le risque est peut-être un peu moins grand que ce qu'on a vu, on va observer dans les subprimes aux États-Unis. Ici, ce qu'on va voir en fait, il y a des leviers que nos gouvernements ont en fait pour corriger, pour s'adapter aux fluctuations du marché immobilier. Nos comptes de taxes, on l'entend souvent, nos comptes de taxes vont doubler les niveaux d'évaluation. On se rappelle, ils vont être 50%. La Ville ne veut pas augmenter son budget de 50%. La Ville, si elle veut, c'est un budget équilibré. Elle ne veut pas endetter personne. Elle veut juste répondre aux besoins des citoyens. Ce qu'elle va faire avec le niveau d'évaluation, elle va moduler son taux de taxation en fonction des besoins citoyens à ce moment-là. Donc, ça serait faux de dire que le contexte va doubler. Par contre, la variation de la propriété, ou plutôt du rôle d'évaluation, n'est pas à 50% sur l'ensemble du territoire. Donc, il est possible que dans un secteur donné, les propriétés montent de 80%, et dans un autre, ça monte de 30%. Là, à ce moment-là, le fardeau fiscal, évidemment, va se ramener sur ceux qui ont une augmentation qui est supérieure à l'augmentation moyenne, parce que ceux-ci augmentent plus. Donc, si le budget municipal prévoit une augmentation de 2 ou 2,5%, bien, ceux-ci vont avoir l'augmentation du budget, et ensuite, ils vont avoir aussi l'augmentation de la part fiscale, parce qu'ils ont une variation qui est supérieure à la moyenne. C'est terminé. Là, c'est la période des questions. Ce qu'on aimerait, c'est, et on espère que vous avez des questions, c'est important pour nous. Si les questions sont spécifiques à votre propriété, ce qu'on aimerait évidemment, c'est que vous n'allez pas dans vos besoins personnels, mais plutôt vous donnez votre nom et votre téléphone. On peut se communiquer avec vous à ce moment-là pour parler de votre dossier spécifique. Au niveau d'ordre général, ça va nous faire un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Oui, les feuilles sont mises à la porte sur la table ronde à l'entrée. Les taxes scolaires Oui. vont monter de 50%. Non, ça va pas monter de 50% non plus. Vont s'ajuster. En fait, les taxes scolaires, c'est un peu différent parce que ceux-ci, en fait, sont. Attendez, je vais faire une crise, mais ils sont basés, en fait, sur l'ensemble. La commission scolaire, c'est pas uniquement pour Saint-Sauveur. Elle dessert, en fait, jusqu'à Mont-Tremblant. Donc, évidemment, eux prennent la richesse foncière de l'ensemble des villes municipalités. Ils vont tous les ramener, en fait, sur la même base fiscale. Donc, le fameux facteur comparatif qu'on a parlé tout à l'heure, dans le début de rencontre, bien, qui sert pour les fameuses taxes de bienvenue, bien, va servir aussi à ce moment-là pour la répartition, pour la taxe scolaire.
Exemple, pour Saint-Sauveur, qui augmente de 50%, bien, celui-ci, le facteur comparatif va être à 1. Donc, votre valeur au rôle, fois le facteur comparatif à 1, fois le taux de taxation de la commission scolaire. Si je prends exemple une ville qui n'a pas été équilibrée cette année, bien, celle-ci, ça sera sa valeur au rôle d'évaluation, fois son facteur comparatif, exemple, 500 000 fois 1,5. Donc, lui, à ce moment-là, on n'aura pas plus le principe de 50% pour autant, parce que le facteur comparatif ramène l'ensemble de ces rôles-là à une même date de référence au marché. Et on s'appelle encore une fois, il ne faut pas trop répéter, le 1er juillet 2023 pour cette année. Donc, tous les villes qui n'ont pas été équilibrées cette année, pour lesquelles il y a un compte de taxes scolaires qui soit émis, bien, le facteur comparatif va être inclus de ramener leur valeur imposable qui est au rôle effectif au 1er juillet 2023. Oui? Dans mon secteur, j'ai vu sur Excel la journée là, j'ai une augmentation de 97%. Puis on reste pas là, en haut, vous savez, de la marquée. On a marqué 15 en montant. Nous autres, on est en haut. Je veux dire, tantôt, quand j'écoutais le 50%, je m'attendais, j'étais familière avec ce qui se passait dans les autres villes. Donc, je l'avais entendu parler. Ce n'était pas une surprise pour les dépendants de l'augmentation. J'avais lu également les hauts taux de vente et tout. Donc, je suis au courant de tout ça. Mais 97%, je peux vous dire, ça va rentrer dans le tâche. C'est assez élevé, 97%. Il y en a même plus que vous, les 97%, malheureusement. Mais en même temps, heureusement aussi, parce que ça reste c'est notre patrimoine. C'est les résultats, ou plutôt c'est le bulletin de patrimoine politique. C'est quand même, c'est plus intéressant une augmentation qu'une baisse de patrimoine. Je comprends votre inquiétude de 97% si on pense à un budget ou à une taxation, évidemment, avec une moyenne qui est à 50%, bien, personnellement, on peut s'attendre à ce que votre fardeau soit un peu plus élevé à ce moment-là. J'ai hâte de voir le taux de taxation. Oui, c'est ça qui est là. Est-ce que les villes sont en train de demander, ça fait des années que ça ne se fait pas, d'avoir un taux de taxation qui est modulable, justement pour des situations comme ça, où il y a des gens qui ont des augmentations d'évaluation foncière de 92, 93, 100, 110%, versus d'autres qui ont une augmentation de 30%. Mais madame n'aura pas 90% plus de services que moi qui ai eu 62% d'augmentation. Effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est sûr que les villes actuelles, comme Saint-Sauveur, en fait, là, il est les premiers à faire des calculs pour s'assurer de faire un budget équilibré qui répond aux besoins des soins, mais ils sont aux prises avec le rôle d'évaluation. Ces variations aussi, évidemment, ils sont tributaires de ceci, c'est pas eux qui ont le contrôle sur ceci, c'est pas nous non plus le contrôle sur les variations. Dans mon secteur-là, 97%, je trouve ça élevé moi aussi. Effectivement, je suis quand même lié au marché immobilier. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que souvent, plus la variation est élevée, moins la valeur, en fait, à la base est grande. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que les propriétés qui ont le plus augmenté à Saint-Sauveur, ce ne sont pas les propriétés à 4 et 5 millions. Ce sont les propriétés qui étaient évaluées à la base à 150, 200, 350, 450 000. C'est ceux-là qui ont augmenté le plus. C'est ceux-là que les acheteurs sont venus acheter à des prix très élevés. Donc, probablement que dans votre secteur à vous, il y a beaucoup de propriétés qui sont dans ces ratios-là, qui fait que l'augmentation de votre secteur à vous est incroyable. Ou, sinon, notre exemple, je vais tout à l'heure, est-ce qu'un inspecteur est passé à faire un métier d'entrée sur une propriété? Ça peut être possible aussi, ou peut-être une question à voir avec votre dossier de propriété, laissez-nous votre nom et votre téléphone, on va faire tous les aides de prendre rendez-vous avec vous, vérifier les informations de votre dossier de propriété. Vous avez quelqu'un ici? Oui, excusez-moi. Qu'est-ce qui fait que les maisons, on parlait tantôt, une maison mobile, c'est 82%, une maison familiale, c'est peut-être 40%. C'est juste une maison mobile. Ça, en fait, là, comment je ne peux pas vous répondre à cette question-ci, parce que la meilleure personne pour vous répondre, c'est ceux qui ont acheté ces prix-là. Parce que nous, en fait, en tant qu'évaluateur, on fait simplement la lecture du marché immobilier. Ce que vous avez vu avec les ventes, là, dans les maisons modulaires, là, à 150, 200, j'en ai même vu à 250 000. C'est seulement la lecture qu'on a fait du marché, c'est les gens qui ont décidé de payer ces prix-là pour ces propriétés-ci. Pour une maison familiale,
familiale, c'est beaucoup plus cher qu'une maison mobile. Ah oui, c'est sûr, on voit que. Pourquoi l'augmentation, c'est 90%? Oui, on va dire comment. C'est exactement l'exemple que tu as donné, c'est que c'est ta fourchette de prix, c'est que plus que ta propriété vaut cher, sur le marché, on est en mesure de constater que les gens ne paient pas, bon, c'est à 100 000 une maison modulaire, pour se loger, le monde va payer jusqu'à 200 000, c'est encore moins cher qu'il y a dans la région. Par contre, quand tu te retrouves avec une maison à 800 000, tu ne paieras pas le double de 800 000 pour l'acquérir parce que le marché vous l'a montré. Donc, ma fourchette de prix, ce n'est pas la même variation qu'on retrouve. Puis, le meilleur exemple, c'est les maisons modulaires. C'est que le marché standard a tellement augmenté que les gens qui voulaient acquérir une propriété à faible prix, mais les maisons modulaires sont devenues intéressantes. Ça a mis une pression sur le marché. Et par conséquent, les prix ont monté de façon faramineuse parce que c'était encore de se loger à 200 000, tu ne trouves rien. Tu ne trouves même pas un terrain à 200 000 dans Saint-Sauveur. Ça fait quand tu pouvais te loger décemment à ce prix-là, ce qui fait que là, on parle du 100% ou à peu près d'augmentation. Mais si on va d'une autre fourchette de prix, on ne parle pas de la même chose, évidemment. Ça ne suit pas de façon systématique une maison. Si votre maison est à 500 000, ça ne veut pas dire qu'elle est rendue à 1 million. Contrairement à la maison de 100 000, qui, elle, oui, le marché a démontré un 100% d'augmentation, de variation. Oui. Une question. Si on met le plan sur la liste, quand est-ce qu'on peut espérer avoir un taux de fait? En fait, une semaine et demie. On prend le mandat, on vous dit, on est sur Facebook, une semaine et demie, on répond. Oui. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir le dévoilement de c'est peut-être plus pour M. le maire, la question, savoir ça va être quoi le nouveau taux de taxation? C'est à la séance du 16 décembre prochain. Parfait. Madame, après ça, je suis Madame, j'en avais de vous. Vous avez modifié vos unités de voisinage. Oui. Et moi, je parle pour les chefs privés ou notre document des chefs privés. Oui. J'ai remarqué que dans mon domaine, vous avez enlevé la rue municipalisée, vous l'avez mis dans une autre unité de voisinage. Et les prix n'ont pas changé dans nos terrains. On a encore des terrains qui sont plus chers que sur les rues municipalisées. Vous n'avez jamais tenu compte du fait que le chien privé n'a pas de service. En fait, par conséquent, beaucoup moins cher. Votre question est bonne, mais pour arriver à y répondre, c'est le marché qu'on avait indiqué. Donc, si l'acquéreur ne considère pas d'incidence au chemin privé, ça ne va pas se refléter dans le prix de Parce qu'il y en a une incidence quand on vend nos maisons. Oui. Ultimement, c'est une incidence sur la valeur. Vous allez voir au résultat du rôle d'évaluation, parce que le prix payé, s'il en a une référence sur le marché, il va être reflété aussi au rôle d'évaluation. Donc, oui, ça va être reflété. Oui, mais on ne va pas. Parce que, tu sais, tantôt, vous disiez, au mètre carré, pourquoi que le terrain est moins cher? Tu sais, quand à l'époque, c'est sûr qu'on était à telle distance d'un lac, on devait avoir un 5 mètres carrés. C'était plus loin, c'était à 3 000 mètres carrés. Mais là, on se retrouve que le 3 000 mètres carrés vaut beaucoup plus cher. Mais votre prétention de dire que l'excédent entre 3 000 et le 5 000, soit l'excédent, à l'époque, il était obligatoire. Oui. Pourquoi le 5 000 vaut beaucoup moins cher de mètres carrés que 3 000? Parce que les gens Mon voisin paye 32 $ de mètre carré. Moi, j'en paye 55. c'est exactement la question que je devais soulever tout à l'heure, en fait. C'est vraiment que les acquéreurs pour ces terrains-ci n'ont pas considéré différentiel entre 3 000 et 5 000, même si à l'origine, quand elles avaient été mises en place, il y avait une considération. La même chose peut s'appliquer dans une copropriété. On savait qu'on achète dans une phase de condo qui est neuve, puis on va voir en fait là, le promoteur immobilier pour son condo, lui a déjà segmenté toute la phase de condo par étage. Donc, à tel étage, c'est 5 de plus par étage, le point, c'est 15 de plus. Après ça, si je suis, exemple, vue montagne de ski, c'est 40 de plus. Ces données-là, évidemment, il a tenté de les tirer sur certaines
donné le marché externe, mais avec le temps, ce qu'on s'aperçoit, c'est quand l'acheteur veut racheter, si on veut, là, dans le marché secondaire, donc après le marché primaire, bien là, il n'y a pas le choix de 100% de ce qui est en vente. Il y a le choix de ce qui est disponible. Donc là, la considération de ces variables-là, qui étaient très précises à l'origine, mais elle est beaucoup moins palpable sur le marché secondaire. La même chose pour votre terrain. À l'origine, ça va être beaucoup plus palpable de 3 000 et 5 000 mètres. Mais ce qu'on voit avec le temps, c'est que l'acquéreur considère beaucoup moins la tranche subséquente si, ultimement, il peut faire le même usage des deux terrains. Donc, ce qui arrive dans ce cas-là, c'est qu'en étant sur un chemin privé, mon terrain est plus cher, je paye plus de taxes que celui qui est sur un chemin municipalisé parce qu'il donne 2 mètres de plus. Encore une fois, c'est la comparaison avec le mètre carré que vous faites, non l'emplacement. Mais on est à côté, on marche, on est à 500 pieds. Mais je pose la question de la valeur de votre terrain, vous, versus la valeur de son terrain. Nonobstant le mètre carré, est-ce qu'il est similaire? La valeur du terrain, que vous faites la comparaison, est-ce qu'il est similaire au mètre carré, mais la valeur totale du terrain versus le Il y vôtre? a 5 000 $ de différence. Un à 165 et un à 170. Donc, dans nos données, là, ce qu'on peut en conclure, une chose est par ailleurs, ce qu'on peut en conclure, c'est que l'acheteur moyen, il semble considérer peu de différence dans votre secteur spécifique. C'est pas un Est-ce que exemple. vous allez changer les unités de voisinage si vous en utilisez pas? En fait, on va. À municipaliser sur mon voisinage. Ouais. Que ça sert à rien. C'était quoi l'idée de rechanger les unités de voisinage? En fait, on se voit simulation, on doit refléter chaque fois qu'on fait une convention de nouveau rôle d'évaluation. Le rôle n'est pas statique, il doit être dynamique. On doit refléter le marché immobilier, puis comment en fait, le marché évolue aussi. Donc, le voisinage, qui a été, si on veut, circonscrit pour un secteur donné, à l'ancien rôle d'évaluation, il est fort possible qu'avec la nouvelle dynamique du marché, il n'est plus du tout d'actualité. Donc, oui, on se doit de revoir ces découpages-là à chacun des rôles d'évaluation pour s'assurer de représenter les avantages et les désavantages de chacun des secteurs. Vous avez plusieurs questions spécifiques. Moi, je vous dirais, laissez-nous votre numéro de téléphone et votre nom pour regarder spécifiquement les différences sur votre dossier, ce qui se produit. Mais c'est juste ça, c'est juste que Ça devient trop long. Il y a un type en avant qui veut parler, mais après ça, il y en a deux ici. Un ici, mais un autre. J'ai demandé rouge. Ceux qui veulent poser des questions dans les micros. Ça pourrait être ça aussi, si vous entendez pas. Il y a comme un petit message contradictoire. Plusieurs fois, vous répétez 2023, 2024, le marché s'est stabilisé, le marché se stabilise. Puis encore une fois, vous le répétez, ça ne reflète pas dans votre évaluation. C'est complètement l'inverse. On voit que tout a explosé. Les terrains, ça n'a aucun bon sens. Ça dépasse tout l'environnement des terrains, particulièrement comme madame, quand on est, nous, dans des secteurs non urbanisés. On a zéro service, monsieur. Vous savez que c'est dire zéro? Oui, tout à fait, j'ai vécu dans les compagnies zéro service. Et les terrains, dans mon cas, 120%. Plus exactement 70. Dans 60%, c'était milieu humide. Je vous le donne gratuitement et payez la taxe. Parce que vous ne regardez pas, vous faites ça. Oui. Votre question, monsieur Martin, il est très bonne parce que oui, j'ai répété plusieurs fois que le marché en fait se stabilise pour 2023. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la variation que vous avez de 50%, c'est pas sur 2023, c'est sur deux rôles différents. Donc, l'ancien rôle d'évaluation pour la valeur que vous aviez auparavant, elle reflétait le marché du 1er juillet 2020. Donc, entre 2020 et 2023, il y a eu évidemment une progression du marché immobilier. Il y a eu une pandémie surtout qui fait une crise. Effectivement, il y a eu une pandémie. La pandémie, là. Tout à fait. Là, on a Trump qui arrive là, avec 25% de loi. Non, mais là, On va avoir une récession, puis le marché va baisser de main. On avait des questions. Il y avait en fait monsieur. Monsieur ici, puis l'autre en arrière. C'est toujours en rapport avec l'augmentation du prix de terrain. Oui. Supposons qu'en 2020, la propriété valait 100 000, elle a été vendue, aujourd'hui on la considère à 600 000. Donc il y a un écart de 200 000. C'est quoi le pourcentage que vous évaluez qui va sur le terrain? 100 000?
En fait, je ne peux pas répondre à votre question spécifique parce que ça va dépendre du secteur donné et de la propriété aussi. Donc, c'est difficile pour moi de vous donner cette réponse ici. Parce qu'exemple, si vous êtes le village, ben, les terrains sur le village, ben, on voit les emplacements, si on prend l'exemple ici à l'arrière ici, mais c'est à peu près 300 000, 325 000 les emplacements de terrain. Le bâtiment, lui, ben, il est à peu près à 400 000 en moyenne pour les bâtiments qui est là. Donc, c'est à peu près là, la parité, je vous dirais. C'est comme si, mais dans un autre secteur, c'est complètement autre chose. C'est-tu des terrains construits ou c'est des terrains qui ont été évalués comme étant un site exceptionnel ou ça? Répétez votre question quand je m'excuse. Quand vous parliez du mirage, moi, le mirage, c'est vous avez. Village. Ah, dans le village. Vous avez dit village? Oui, village, excuse. Non, je ne connais pas les mirages, mais. Mais je suis jamais ça, en fait, un exemple. Oui. En fait, un exemple. Entre mes voisins, et moi, ben, mon avis coûte le double du mètre carré. Là, si vous me disiez 20%, 30%, je dirais même 40%, ça ne peut pas passer. Mais le double pour la même situation dans le village. On a votre terrain est plus petit que vos voisins ici. Oui. Et voilà. Oui, mais. La raison, c'est j'ai la moitié du terrain de mon voisin. Oui. Ça tient beaucoup pas. En fait, la raison, Ça, je dis 20%, 30%, double. les deux, oui, effectivement. Là, c'est le tout encore au mètre carré, on convient, et non à la place. Et je comprends les questionnements. Gardez en tête aussi l'alimentation qui est en place. Si pour un terrain, votre terrain à vous, qui vous laisse parce que votre terrain, peut-être 4 000 ou 5 000 mètres carrés dans le village. Vous êtes ici dans le village? Oui. Bon, et peut-être pas 600 mètres carrés, c'est là qui est du double à l'autre. Ben, vous, votre usage optimal, ben, il est possible avec votre 600 mètres carrés. Votre voisin qui a 800 mètres carrés, son usage optimal était déjà possible avec le 600 mètres carrés qu'il détenait. Pour le reste du terrain, là, il ne peut pas être divisé en deux si c'est le secteur ici, par contre, parce qu'il y a d'autres secteurs où c'est différent en fonction du zonage de réglementation qui est en place. Mais si c'est dans le secteur ici, ben, comme il ne peut pas le diviser, ben, la valeur, plutôt là, la superficie excédentaire, ben, a une valeur qui est beaucoup moindre à ce moment-là. S'il pouvait être divisé en deux, puis construire deux maisons sur le terrain, ça serait vraiment du 5 au double à ce moment-là. Ça, c'est implanté. Parce que moi, je vous donne des exemples concrets pour le dernier vote de rénovation. Oui. Pour des superficies, sinon, sur le super. La même rue, pas de terrain vert en construction qui existe depuis 20 ans. Des terrains qui partent de 1500 mètres carrés à 2500 mètres carrés. La dernière évaluation, il y avait des variations de 30 à 40% qui étaient dans l'ordre de puis, pour une nouvelle évaluation, tous les terrains, on l'a mis par là. C'est justement ce que. Effectivement, en fait, si on parle de nouveau. En fait, c'est pas nouveau, c'est que ça traduit l'intention des transactions immobilières qu'il y a eu dans le secteur de l'île. On pourrait prendre un autre exemple, on peut se retrouver ici. Vous prenez un autre secteur à vous, vous prenez entre le jardin et la montagne de ski. Non, mais je vous donne ce secteur-là en exemple. Okay? Ce secteur-ci est en changement. Le zonage permet la subdivision de terrain. On s'aperçoit que les promoteurs achètent les immeubles, vont souvent démolir l'immeuble, vont pouvoir subdiviser, puis c'est le règlement le permet, ils vont construire des jumelés sur ces terrains-ci à ce moment-là. Dans d'autres secteurs, ça ne le permet pas, le zonage ne permet pas ce type de lotissement-là. Donc, à ce moment-là, il est fort possible que dans les conclusions, parce que je ne sais pas exactement quel secteur qui est, mais il est fort possible que la valeur est beaucoup plus à l'emplacement, à ce moment-là, que à la superficie ou le lotissement possible. Ce qui est bien important à considérer, le terrain plus petit possède une valeur moindre que le terrain qui est plus grand. Si on le prend de façon absolue, le terrain de 600 mètres va être à 200 000, le terrain de 1200 mètres, lui, il va à 1100 mètres, il va être à 300 000. Il est quand même plus cher. Il y a une progression, mais notre travail, c'est de refléter l'acheteur, c'est de refléter le prix. Nous, on observe, on constate, puis on applique. Maintenant, demander à l'acheteur pourquoi il a payé 300 000 de 1200 mètres, de
façon spécifique, puis probablement que la réponse, ça va être sensiblement ce qu'ils viennent de dire, c'est qu'il ne peut pas diviser en 2 terrains cet emplacement-là, contrairement à d'autres secteurs où ce que lui, il peut, puis là, tous ces 20 carrés comptent à 100% dans son acquisition, parce qu'il dit, je vais mon 200 mètres, je peux le diviser en 2, je peux faire 2 triplex contigus, là, ça a une autre valeur. Tout est relié au zonage, tout est relié au comportement de l'acheteur. Nous, notre travail, on le constate, on l'applique. Ça fait que ça se peut que ça ne suive pas la même donnée. Quand il y a eu la pandémie, les gens se sont retournés au départ pour l'acquisition de propriétés de maisons pour pouvoir quitter la région plus dense ou la région urbaine, la région métropolitaine, s'en venir ici. Quand il n'y avait plus d'inventaire sur le marché pour acquérir une maison, ça fait quoi? Ça s'est retourné directement sur les terrains. Et 2022 a été l'année des terrains. Le monde a acheté des terrains et la pression du marché sur les terrains a fait en sorte que les gens ont acquis des propriétés en fin de vie dans le village qu'ils démolissent pour pouvoir se construire parce qu'il n'y en a plus de terrain. Et par conséquent, la notion du zonage et la pression du marché des acheteurs est plus complètement changée. C'est ça qui est le travail de l'auteur, c'est d'arriver à cerner ça. Là, c'est pas pour un terrain, mais c'est pour la masse au complet. Ça fait que le travail qui est fait de façon spécifique pour être en mesure de comprendre les modifications qu'il y a pu y avoir au zonage à l'intérieur de 3 ans aussi. Ça, c'est un autre élément qu'on doit s'enquérir pour s'assurer que l'analyse qu'on fait du marché, la lecture qu'on fait des transactions, reflète réellement la réalité. C'est ça qui est le travail. Ça fait que le terrain qui est plus petit, il est évalué moins cher globalement que le terrain qui est plus grand. Si on va le chercher au mètre carré, ben c'est sûr qu'on peut en discuter toute la nuit. C'est tout le temps une différence, tout le temps un différentiel par rapport à ça. Il y avait monsieur au fond pour une question. Moi, ce qui me concerne le plus, c'est que si les évaluations avaient été faites en date d'aujourd'hui, j'ose pas regarder ce que ça sert bien de monde ici. Pour ça, c'est des évaluations évaluées. Oui. Je sais que vous avez dit que le marché s'en vient. Il est Il n'est pas à une droite. Non, exactement. Donc, depuis un an et demi, s'il y a une évaluation de 8-9%, multipliez ça par ce que vous avez comme évaluation. Je pense pas que la propriété vaut ça. Ou même proche. C'est ça qui me concerne le plus. Je voudrais avoir votre opinion là-dessus. En fait, si je veux votre question, c'est que si on avait évalué ou si on avait porté au rôle l'ensemble des immeubles en date d'aujourd'hui, le résultat du rôle qui est déposé, plus 1 000 vous n'avez pas pu vendre ce prix-là, c'est ça? Oui, en avance, c'est ça en général. Oui. Là, vous avez probablement raison, évidemment, je ne peux pas y répondre de façon précise, mais oui, je l'ai répété plusieurs fois, le marché tend à se stabiliser, donc il est possible que votre prix, votre valeur que vous avez pour une évaluation qui va être en vigueur comme en 2025, pour un marché comme juillet 2023, ben, il va tendre même à représenter des conditions qu'on trouve encore aujourd'hui, parce que le marché est plutôt fixe. Il faut se rappeler que les taux d'intérêt ont commencé à descendre, mais ils demeurent encore assez élevés. Là. Donc, l'accès à la propriété, ben, évidemment, peut-être plus difficile pour certaines populations aussi. Et gardez en tête que le prix moyen Saint-Sauveur pour les étudiants, c'est plus de 600 000 $. Il y a quand même un frein naturel qui va s'installer ici. Donc, ça fait un moment. Probablement pour certains secteurs, oui. Oui. Vous avez souligné au début de votre présentation que 50 des lacs et Morin Heights avaient décidé de prolonger la même évaluation pour un autre 3 ans. C'est bien compris. 50 des lacs, en fait, je vais peut-être m'exprimer. Morin Heights, en fait, pouvait reconduire d'un 3 ans supplémentaires. Évidemment, ils sont prévenus de la confection du rôle d'évaluation parce que c'est une option qu'ils ont. En fait, ils n'ont pas l'obligation d'équilibrer parce qu'ils sont une population de moins de 5 000 habitants. Donc, ils pourraient reconduire de 3 ans supplémentaires. Le danger dans ce temps-là, évidemment, c'est comme le fardeau fiscal s'est réparti de façon non homogène sur l'ensemble du territoire. Ben, à ce moment-là, on va continuer à maintenir en place cette déséquité-là qui s'est installée. Et là, quand je parle déséquité, je vois les gens qui disent, écoute, moi j'ai augmenté 90%, moi j'ai juste augmenté. L'équité, elle est reflétée avec cette augmentation-ci
Parce que la valeur que vous avez dans vos augmentations elle reflète les conditions de marché au 1er juillet 2023 pour votre propriété. Elle est là, l'équité. Ça veut simplement dire que dans votre secteur à vous, l'intérêt du marché des acheteurs était plus grand que d'autres secteurs à ce moment-là qui étaient un peu moins désirables. Est-ce que c'est un règlement ou un grand qui va selon la population? En d'autres mots, c'est souvent n'avait pas pu se permettre ça. Exact. C'est souvent, en fait, on ne peut pas se prévaloir des conditions de l'évaluation parce qu'on a une population de plus de 5 000 habitants. Merci beaucoup. Je reviens un petit peu sur la question du terrain. C'est vrai que ça semble accroché. Oui. J'aimerais savoir comment vous avez calculé ce ratio-là. Moi, j'ai un terrain de 500 mètres carrés. Et mon terrain vaut 272 000 $. Oui. Mon voisin qui a 2 000, il vaut 318 $. Il y a des gens qui ne vous entendent pas, Marielle. Allez voir la rue. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. En fait, votre question est sur le taux, encore une fois, de votre terrain versus votre voisin qui est au double. Mais le différentiel des deux est pas aussi grand que la superficie de différence. C'est ça votre question. Mais encore une fois, c'est la même réponse qui va s'appliquer. Votre emplacement, vous, là, est optimal. Bon, on va faire une présomption. On a deux maisons identiques. Oui. Deux maisons qui sont complètement pareilles. Ils sont sur deux terrains adjacents. Il y en a un de terrain qui est double de superficie. Votre prétention, c'est que ces deux maisons-là, on se vend à 502, non absent de la dimension du terrain, parce qu'il ne pourrait pas construire une autre maison dessus. On ne peut pas l'utiliser. En fait, plus ou moins. Ça, c'est la présomption. Vous êtes d'accord? C'est pas une présomption, c'est une mesure du marché. Ce qu'on observe, en fait. L'acheteur, il va payer des prix qui. En fait, il va payer un prix un peu plus grand, qui va être un peu plus grand. Il ne paiera pas de 5 autour. Non, d'accord. Mais votre évaluation présentement, elle a fait des prix. Non, en fait, il va payer 272 000 à 310 000. Regardez comment elle fait ensemble. Oui. Laissez votre nom numéro de téléphone, ça va me faire plaisir. Oui. Alors, oublions le marché. La fin de la journée, la maison dans mon secteur, je l'ai privé, un service, pas une valeur, on va dire de 750 000. Quelqu'un qui est dans le village, même valeur, mais tous les services. Oui. La taxation, l'index de la taxation. Elle va être différente de la taxation parce que celui dans le village, avec tous les services, a aussi une taxe pour la culture et une taxe pour les écoutes que vous n'avez pas le faire. Oui. Elle sera disponible dans la municipalité de la ville. Saint-Sauveur va mettre disponible le format PDF de la présentation pour les citoyens. La MRC aussi va le publier sur son site internet. Donc, vous pourrez en fait télécharger le document de son information. Incessamment. Pas encore. Tous ceux qui ont posé des questions, là, vous avez tout été filmé. On l'a dit au début de la. Oui. Peut-être que je pense. Dans la moyenne que vous avez faite, Oui. c'est pas encore Il y a évidemment de l'ensemble des unités d'évaluation des propriétés, mais on a fait une segmentation des usages. On s'en y revient, là. Juste ici, en fait. Est-ce que vous faites référence? Oui, on a segmenté sur les usages. Donc, les commerciaux sont juste ici, ils augmentent de 23 %. Le résidentiel, lui, augmente un logement de 54 %. Désolé. C'est où?